Plein de gens disent qu'Auroville est une secte parce que il y a les dérives que tu viens un tout petit peu de toucher du doigt. Il devrait y avoir quelque part sur la Terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi ». Auroville est une communauté expérimentale, internationale et spirituelle qui œuvre pour l'humanité. Le vocabulaire d'Auroville bannit toute évocation de l'argent. On parle ici de maintenance et non de salaire. C'est exactement ça. Peu de temps après, on va au centre des visiteurs et puis je vois la vidéo de présentation de l'époque. Et là, c'est le coup de massue, quoi. Enfin, les larmes coulent. C'est comme s'il y avait un vieux rêve qui d'un seul coup devenait réalité. On a mis des dizaines de milliers d'euros dans Auroville sur quelque chose qui était d'ailleurs un logement de fonction. Donc on n'avait même pas l'usufruit. Notre budget en Inde, c'était tout compris entre 250 et 300 euros par mois. Chacun. Et on en a rencontré des gens qui pètent les câbles. Ils ne tiennent pas. Donc on a vu des gens arriver et on leur disait calme-toi, fais attention. Et des gens qui se retrouvaient à marcher nus dans la ville. En Inde ou dans Auroville ? Dans Auroville. Eric, bienvenue dans Combien ça gagne ? Merci de me recevoir. Je suis très contente que tu sois là. On fait un épisode un peu particulier aujourd'hui. Je fais un petit disclaimer. On va parler d'argent, mais d'une manière peut-être un peu différente. On va parler de modèle économique d'une manière peut-être un peu différente. On va parler d'Auroville. Je vais balancer quelques clichés. Qu'est-ce qu'on peut lire sur Internet quand on se questionne sur ce qu'est Auroville. Et ensuite, je vais te laisser peut-être expliquer la réalité derrière tous ces clichés et tout ce qui se dit. Auroville, donc c'est une communauté. Tu m'as dit à l'instant hors micro que c'était un terme que tu n'aimais pas trop, qui a été créé dans les années 70 post-mai 69 par une Française. Et c'est un des seuls projets un peu de ce type qui est encore en vie aujourd'hui. Donc c'est une ville en Inde, une communauté en Inde, communauté hippie, cité utopique, communauté expérimentale. Il y a tout un tas de termes sur cet endroit qu'on voit sur Internet. En gros, c'est un endroit dans lequel on essaye de créer, je sais que tout n'est pas lié à ça, mais en tout cas, c'est le sujet du jour, un monde de libre-échange sans argent à proprement parler au sein de la ville. Est-ce que c'est à peu près ça ? La dernière phrase, c'est exactement ça. Je vais repartir au début. Donc, effectivement, Auroville a été créé par une personne qui s'appelait Mira Alfassa, qui avait en charge l'ashram de Pondichéry, qui était elle-même la compagne spirituelle d'un grand penseur qui se définissait comme un poète, donc Sri Aurobindo, qui est décédé en 1950. Mira Alfassa est décédée en 1973. Donc, en 1968, elle a fait l'appel à la radio pour lancer le projet intentionnel d'ordre spirituel qu'on appelle Auroville, qui est basé sur une utopie. Et le but clairement défini de Auroville, qui a été écrit par cette personne, par la mère, c'est la paix sur Terre et l'unité humaine. Donc tu es encore aurovillien, c'est ce que tu me disais. J'ai encore le statut d'aurovillien. Tu as encore le statut d'aurovillien, tu m'expliqueras après ce que c'est d'avoir le statut d'aurovillien, comment on l'obtient aussi, parce que je crois qu'il y a un sujet là-dessus. Tu l'es depuis combien de temps ? Alors, on est venu pour s'installer définitivement en janvier 2012 et donc on l'a eu en 2013. On sait. Ma compagne et moi. Comment vous avez entendu parler d'Auroville ? Pourquoi vous êtes allé à Auroville ? Comment on entend parler de cet endroit et comment on décide ensuite de s'y installer ? Eh bien, nous faisions un stage de massage ayurvédique dans le Kerala. Donc Kerala qui est l'état du sud mais à l'ouest, le Tamil Nadu est l'état du sud à l'est. Et puis on était chez un ami indien qui a donc un centre culturel. Il nous restait une semaine de libre et ma compagne Laurence a vu dans le guide Auroville, projet international, 50 nationalités, unité humaine. Elle dit, je veux absolument y aller. On est arrivé à Auroville comme ça. Alors ça, c'était en 2008. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé en voiture, je voyais les Occidentaux fancy sur leur moto. Je me dis, ça va pas le faire, ça. Peu de temps après, on va au centre des visiteurs et puis je vois la vidéo de présentation de l'époque de Auroville et là c'est le coup de massue, quoi. Enfin, les larmes coulent, c'est comme si il y avait un vieux rêve qui d'un seul coup devenait réalité, quoi. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que c'est Auroville ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu découvres ? C'est une résonance profonde avec une aspiration que au fond de toi que tu as toujours eu, quoi. Si je lisais une partie, je peux le lire vraiment, là ça va prendre 2 secondes. Ouais, vas-y. Une partie du rêve et c'est vraiment une toute petite partie, hein. Il y a la charte et le rêve de Auroville. J'y pense encore parce que la vidéo, on voit un lever de terre et on entend la voix de celle qu'on appelait la mère quand elle était vraiment vieille. Et puis ça faisait « Auroville n'appartient à personne ». Et après ça part sur une autre voix et la voix après c'est dingue.
Alors, très rare, ça prend vraiment pas de temps. Donc ça, c'est le rêve. C'est pas la charte, c'est le rêve. Il devrait y avoir quelque part sur la Terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi ». Où tout homme de bonne volonté, ayant une aspiration sincère, pourrait vivre librement comme un citoyen du monde et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie, où tous les instincts guerriers de l'homme seraient utilisés exclusivement pour vaincre les causes de ses souffrances et de ses misères, pour surmonter ses faiblesses et ses ignorances, pour triompher de ses limitations et de ses incapacités. Un lieu où les besoins de l'esprit et le souci du progrès primeraient la satisfaction des désirs et des passions, la recherche des plaisirs et de la jouissance matérielle. Donc, ça explique assez clairement le projet. C'est pas mal, quoi. Et quand je lis la charte, par exemple, qui est très courte, vraiment, à l'époque, je me demandais, mais comment ça se fait qu'on n'ait que 3000, quoi. Ça me semblait vraiment très bizarre. Si on reprend, t'arrives, t'es totalement bouleversé par, en gros, cette utopie que tu viens de nous décrire. Donc ça, c'est la partie conceptuelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester, de t'y installer? Et la question derrière la question, c'est très concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire que moi, j'ai étudié, je sais un peu. On a compris qu'on se parlait d'un monde utopiste, sans autorité supérieure, et dans lequel aussi, il y a donc pas de monnaie d'échange. Mais très concrètement, comment ça fonctionne? Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment t'y installer une fois que t'as découvert la première fois? Je pourrais partir dans des considérations un peu particulières, mais je vais revenir de toute façon. Parce que là, justement, on arrive à un concept crucial pour moi, c'est la décision. Quand il y a une décision qui est prise, elle est informée par quoi et qui prend la décision. Bon, je vais pas m'étendre tout de suite là-dessus, mais ça s'imposait. Les gens nous ont dit vous êtes très courageux, etc. Mais non, il n'y avait pas de courage du tout parce que ça s'imposait. Ça s'imposait, tout simplement. On devait faire cette expérience. Alors, comment ça marche? Tout ce que je vais le dire de ma perspective. Bien sûr, ça n'engage que toi. Et puis, on peut dire éventuellement le modèle, on pourra parler après du modèle économique qui est actuel et puis l'idéal. J'ai un cas un peu particulier, donc il se trouve que je suis spécialisé en informatique, dans le monde Apple, les arts graphiques, etc. Et j'aurais eu jamais l'idée que ce que je faisais me permettrait de vivre à Auroville. Et je vais expliquer comment. Donc, on vivait 10 mois sur place à Auroville et on revenait une fois par an en France. On revenait donc en 2 mois. Je travaillais comme une mule pendant 1 mois et demi. Et les 1 mois et demi me permettaient de financer mes 10 mois qui restent à Auroville. Parce que pendant les 10 mois, ni ma compagne ni moi n'ont jamais demandé une seule roupie. On a été volontaires dans le sens, on offrait notre travail sans aucune contrepartie. Donc j'ai la chance, par mon métier, en 1 mois et demi, de pouvoir subvenir à mes 10 mois. Donc t'étais quoi, indépendant? Ouais. Graphiste ou informaticien? Informaticien, je m'occupe des gens qui sont dans les arts graphiques. Ok, informaticien indépendant, et donc tu faisais des missions pendant 1 mois et demi, mais t'avais quoi déjà des missions? Enfin, tu prospectais avant de rentrer Non, parce que je fais ça depuis déjà un certain temps, donc une fois par an, c'était idéal pour eux, donc ils m'attendaient avec impatience, et puis pendant 1 mois, je travaillais vraiment fort, ce qui me permettait de vivre les 10 mois. Notre budget en Inde, je dis bien le budget en Inde, qui ne comprend pas à la partie des 2 mois quand on est en France, c'était environ tout compris, entre 250 et 300 euros par mois. Chacun, ok. Tout compris, logement, essence, nourriture, 500-600 etc. euros par mois, à 2. La roupie est à 110, 1 euro pour 110 roupies. Donc, quand on est arrivé, t'es à 70. Donc, c'était, faut faire le calcul. Fois 10, quoi. Là, aujourd'hui, 200 euros, ça doit faire 20 000, etc. 20 000 roupies, pardon. Entre 250 et 300 euros par personne pour vivre 1 mois à Auroville. Exact. Le fonctionnement. Ce que j'ai lu, alors je vais te lire un truc d'un article et tu vas me dire si on est là-dedans. Le vocabulaire d'Auroville bannit toute évocation de l'argent. On parle ici de maintenance et non de salaire, de contribution et non de taxes. Les billets et les pièces de monnaie n'ont pas cours. Et je cite une personne qui a témoigné, qui est citée dans l'article que je suis en train de lire. Ce n'est pas une question de mots, les résidents ne travaillent pas pour gagner leur vie ou s'enrichir, mais pour se maintenir. Auroville est une communauté expérimentale, internationale et spirituelle qui œuvre pour l'humanité. C'est le seul projet né des années 70 de cette envergure qui est encore en vie, donc un truc vraiment avec 3000 personnes dans la communauté. En gros, tous les mois, donc toi ce n'était pas ton cas, mais c'est le fonctionnement, tous les mois, les Aurovilliens reçoivent une maintenance qui correspond à un salaire qui est le même pour tout le monde, j'imagine. Exact. Qui leur permet de... Tu vas préciser, qui permet de subvenir à leurs besoins et en échange,
eux travaillent pour la communauté, mais sur la base du volontariat. Travaillent pour la communauté, c'est-à-dire pour faire vivre en autosuffisance la ville, j'imagine. Les commerces, l'agriculture, etc. Sur la base du volontariat. Est-ce que c'est ça? Alors. Pas exactement. Ok. Il y a à Auroville ce qu'on appelle des services. C'est on va dire, pour simplifier au niveau du langage, des entreprises qui sont dédiées qui offrent ce qui est fondamental à Auroville, des services. Ça peut être finance, au niveau de la finance, au niveau de l'entretien des bâtiments, des maisons, voilà, tout un tas de services au niveau de la nourriture, au niveau de l'éducation, au niveau des finances. Donc, ces services qu'on ne considère pas comme des entreprises commerciales, les gens reçoivent ce que tu appelles une maintenance. Là, la maintenance, elle est à un peu plus de 20 000 roupies par mois. La maintenance pour un temps complet. Un temps complet à Auroville, c'est 35 heures. Ça, c'est 200 €. Donc, en gros, t'es payé 200 € pour faire de la gestion dans une école, tenir un magasin, des trucs comme ça. C'est pas du tout lié à ton niveau de responsabilité. C'est le même pour tout le monde. Dans les services, c'est le même pour tout le monde. Okay. Quel que soit ton niveau de responsabilité. Après, dans les entreprises commerciales, libre à chacun d'adopter donc à Auroville, on peut avoir des entreprises commerciales. Il y en a plein. Comment tu te loges? Comment ça marche? Et comment tu vis pour cette somme aussi? Parce que j'imagine que dans le reste du pays, 20 000 roupies ne suffisent pas pour vivre un mois. Ça dépend où tu es. Il y a des endroits dans lesquels tu peux vivre pour 20 000 roupies par mois et te loger, te nourrir. Si t'as quelqu'un qui vit seul et qui a vraiment très peu de besoins, c'est faisable. Okay. C'est faisable, mais bon, t'auras vraiment pas beaucoup de beurre dans les épinards comme on dit, quoi. Ouais, mais c'est possible. Mais il faut vraiment faire attention. On va dire que c'est indexé sur le niveau de vie décent le plus bas du pays. On peut dire ça. À Pondichéry, le salaire moyen, il est environ de 16 000 roupies. Ah, donc c'est au-dessus. Oui, mais... Un architecte débutant à Pondichéry, il est payé entre 16-18 000 roupies par mois. Si on va toujours dans le Tamil Nadu, à Chennai, ex-Madras, ça n'a plus rien à voir. Le niveau de vie est largement supérieur, un loyer est beaucoup plus élevé, mais les salaires sont plus élevés. Donc, à Auroville, il y a on revient à la question de logement. Il y a, alors, la question de logement est vraiment critique parce qu'il n'y a jamais eu, jusqu'à présent, assez de logements pour les gens qui voulaient intégrer Auroville. Pour les 3 000 Aurovilliens, donc. Il n'y a pas assez de logements. Si, les 3 000 Aurovilliens, ils ont forcément un logement. Ouais. Tu peux pas avoir normalement avoir le statut d'Aurovillien si t'as pas un logement. Donc tu te débrouilles comme tu peux, mais à un moment donné, tu dois avoir un logement, quoi. Avant, ce qui se passait, c'est soit tu construisais ta maison, soit il y avait un immeuble qui se construisait et donc t'achetais l'usufruit d'un appartement. Et c'était ça essentiellement. Hein. Mais Auroville s'est construit de manière à 98% uniquement avec les fonds privés des gens. Le gouvernement indien ne donne qu'une petite partie pour l'éducation et une partie pour les infrastructures. Pour être sûr de bien comprendre, quand tu dis les fonds privés des gens, c'est-à-dire que les gens arrivent, si c'est ton cas, avec du capital qui vient d'ailleurs, qui vient de là d'où ils viennent, enfin c'est leur argent, de leur vie passée, précédente, et ils investissent finalement dans cette ville en achetant à valeur marché un appartement, enfin l'usufruit d'un appartement qui finalement l'usufruit, donc ça ne leur appartient pas vraiment, ils en disposent. Exact. Ça, c'est des prix qui sont quoi? Qui sont indexés sur la région, qui sont adaptés à Auroville et au salaire moyen d'Auroville. Comment ça marche? Parce que le système, c'est-à-dire qu'en gros, si je résume ou extrapole ce que tu es en train de dire, moi je veux devenir aurovillien, je suis obligée d'avoir un logement, il faut donc que j'investisse pour m'en acheter un sur place, et donc finalement ça correspond à un espèce de ticket d'entrée pour être aurovillien. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Il y a un peu de ça. Mais c'est très clair quand tu viens à Auroville. Ouais. Oui, vraiment c'est très très clair. On te dit déjà Auroville, un des fondements du projet, c'est il n'y a pas de propriété. Ouais. Donc ça c'est l'usufruit, on a compris. Voilà. Mais... Et ce que tu auras mis comme argent, nous, on a mis des dizaines de milliers d'euros dans Auroville sur quelque chose qui était d'ailleurs un logement de fonction dont on n'avait même pas l'usufruit, mais on le savait à la base. Le logement dans lequel on était, c'était un logement de fonction, mais bon, on était à un cas particulier, on habitait dans la forêt, bref. Mais il y a plein de gens qui sont venus, qui ont construit leur maison, et des fois des choses assez conséquentes, ou acheté un appartement à un prix. Alors les choses ont pas mal évolué ces dernières années, puisque le mode d'évaluation d'un logement, d'un appartement, il est évidemment maintenant largement indexé sur ce qui se fait
en Inde. Mais auparavant, tu pouvais te construire une maison de environ 50 mètres carrés pour 10 000 euros. Donc il fallait que tu aies 10 000 euros à investir. Exact. Si t'as pas d'argent, tu peux aller à Auroville. Tu peux devenir aurovillien. Il y a des cas, tu pourras devenir aurovillien où tu as un arrangement par rapport à l'endroit où tu travailles, non seulement à l'endroit où tu travailles, mais à l'endroit où tu vis, où t'es offert, comme nous, un logement de fonction. On payait 2500 roupies de contribution au logement par mois. 2500 roupies, c'est 25 euros, quoi. Donc, mais alors, c'est pourquoi est-ce que tu as dû investir 10 000 euros? Donc, on arrive... Ça, c'est un don, en fait. Ah, mais c'était très clair. Oui, mais je veux dire, c'est quoi les 10 000 euros si finalement ton logement de fonction ne te coûtait que 2500 roupies? Les 10 000 euros, c'est quelqu'un qui... c'est un exemple pris avec quelqu'un qui s'est construit sa maison de 50 mètres carrés. Il y a environ 10 ans, ça a coûté ce prix-là. Nous, on arrivait dans ce logement de fonction. Il faisait 20 mètres carrés, était dans un état un peu particulier, il faisait 50 degrés à l'intérieur. Donc, à un moment donné, au bout de quelques années, on l'a un peu amélioré, on l'a étendu pour passer de 20 mètres carrés à 2, à 50 mètres carrés à 2, quoi. Et donc c'est ça les 10 000, enfin, c'est ça quand tu dis des dizaines de milliers d'euros investis, c'est ça, c'est pour, exactement. T'as fait des travaux dans ton logement, exactement. Quoi. Ok, très clair. Donc, ce que ça te coûte au départ, donc quand moi, demain, je veux devenir aurovillienne, ce que ça va me coûter, c'est ça. C'est je vais devoir investir un peu d'argent pour pouvoir me loger. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois payer pour devenir aurovillien? Tu devras payer systématiquement la contribution à Auroville, à moins que tu travailles dans un service. Cette contribution d'Auroville, donc, c'est environ 3 900 roupies. Toi, tu travaillais pas dans un service? Non. J'étais vraiment volontaire. Ouais, toi, t'étais volontaire. J'ai travaillé... Tu faisais des trucs, quoi, mais je travaillais dans la forêt et je travaillais dans la deuxième plus grande ferme de Auroville. À chaque fois, j'offrais mon temps. Là-dedans, j'ai jamais rien demandé. En plus, je faisais comme j'ai la compétence informatique, je rendais service aux gens en les dépannant avec leur ordinateur et j'ai jamais rien demandé, quoi. Okay. Donc, c'était vraiment offert, sachant que j'avais cette possibilité... Bien sûr, de travailler le mois où exactement. Je pourrais citer d'autres exemples de modèles économiques de personnes. Qui, eux, pour le coup, en fait, dépendaient, entre guillemets, plus du modèle d'Auroville, c'est-à-dire travailler dans des services, n'avaient que cette fameuse merci maintenance. Ou demi-maintenance. Il y en a qui cumulent des fois des demi-maintenances. Concrètement, pour des gens qui ont quand même encore... quelques besoins, qui ont par exemple des enfants, c'est pas tenable. Faut être 100% indépendant. Ouais, c'est. Il faut avoir des sources de revenus autres. Vraiment, aujourd'hui, pour un non-indien, c'est vraiment difficile. C'est là où c'est compliqué de comprendre ce modèle qui nous raconte une utopie d'un monde sans argent. Alors, rien n'est réellement sans argent, mais... Je vais y revenir à cette histoire de sans argent. Et en même temps, finalement, l'argent, en tout cas l'argent kind... Donc l'argent, on va dire non fiduciaire, comme tu dis, dont peuvent disposer les gens, donc qui constitue une espèce de monnaie d'échange fictive qui, j'imagine, cet argent-là te permet de consommer dans Auroville, donc de te nourrir, etc. Bah en fait, correspond à un espèce de salaire minimum qui te donne aucun pouvoir d'achat si tu veux avoir une vie en dehors de la communauté. Et c'est ça qui rend le truc un peu où tu peux voir une dérive ou une limite. Il faut pas oublier que Auroville est un laboratoire et qu'on n'est pas encore au niveau de l'idéal. Donc au niveau de tout ce qui est de l'ordre économique, quand on dit sans argent, ce qui a été vraiment énoncé à la base, c'est que dans l'enceinte d'Auroville, dans les relations entre Aurovilliens, il ne devrait normalement pas y avoir d'argent. Ça serait que un échange de travail, de services, etc. Auroville, idéalement, subvient à tes besoins fondamentaux, logement, santé, nourriture, vêtements, et toi, tu offres ton travail. Et dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, c'est pas si simple. Non, on n'y est pas encore. Ça veut dire que tu as atteint quand même une forme d'autosuffisance dans certains domaines. Mais l'argent, il a jamais été dit, c'est très très clair, qu'il n'y aurait pas d'argent parce qu'on en a besoin pour les relations extérieures. Si une ferme doit acheter un tracteur, c'est pas Auroville qui va construire un tracteur. Donc il faut absolument de l'argent pour les relations avec l'extérieur. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment développer le marché intérieur pour que vraiment que ça soit entre nous le plus en service et que l'argent aille le moins possible à l'extérieur. Oui, mais donc le but c'est d'atteindre autant que faire se peut une autosuffisance. Non, alors sur ce qui est possible. Possible. Oui, non, complètement. Sur l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. On est très loin de l'autosuffisance. Globalement,
si je me rappelle bien les dernières données, tout compris, c'était environ 15% au niveau de l'alimentation. Finalement, tu n'es arrivé que il y a 14 ans, mais cette ville existe depuis donc 1970. 68, enfin, ouais. 68. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a évolué? Dans quel sens va cette ville? Pourquoi est-ce que j'ai lu qu'elle était prévue pour 50 000 personnes? Finalement, il n'y en a que 3 000. On en est où dans toute cette aventure, dans tout ce laboratoire? Je vais repartir un peu sur l'économie. À la fin des années 80, si je me souviens bien, avant, tu mettais un peu à la mode kibbutz, tu mettais au pot. Donc, les gens mettaient au pot. Au début, de manière, c'était quelques centaines de personnes, et puis de toute façon, tu n'avais pas le choix. On sait très bien que dans un contexte difficile, c'est l'entraide qui prime. Ouais. Dès que tu arrives dans un contexte aisé, en général, c'est la compétition qui prime. Et à la fin des années 80, est arrivé ce qu'on appelle les maintenances. Et donc, les comptes individuels. Ouais. Et là, a commencé, évidemment, à arriver certains problèmes. Par contre, individuel... Et ça, c'est arrivé quoi? Parce que ça grossissait, donc à un moment, c'était plus tenable. Oui, c'était pour gérer l'argent des Euroviens, des gens, effectivement, des nouvelles personnes qui arrivaient. Il a été estimé que pour gérer cet argent-là, tout ça, il allait y avoir maintenant les maintenances et les comptes individuels. Et toute la difficulté, ce vers quoi on essaye de tendre, et il y a eu dans le passé, il y a eu des initiatives comme ça, il y en a quelques-unes qui subsistent, mais à des tout petits niveaux, c'est de passer des comptes individuels à des comptes collectifs. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Toi, donc tu y as vécu 10 ans. Ouais, 13 ans. 13 ans, pardon. Ah oui, ça fait seulement 1 an que tu n'y vis plus à plein temps, tu m'expliqueras juste après. C'était comment? Et la question derrière la question, pourquoi c'était merveilleux? Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Et notamment sur ce rapport, pas nécessairement qu'à l'argent, mais ce rapport à l'échange, peut-être notre rapport à la consommation, je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai toujours souhaité dans ma vie, c'est surtout ne pas rester trop longtemps dans ma zone de confort, quoi. Tout ce qui peut me mettre au défi pour qu'il y ait un peu plus de reconnaissance de la vie, pour moi, je l'ai toujours souhaité, quoi. Et Euroville, et c'est en cela que je reviens sur pourquoi on n'est que 3000, c'est un endroit, je saurais pas l'expliquer scientifiquement, mais qui vient t'appuyer là où ça fait mal, entre guillemets, là où il n'y a pas de conscience en permanence. Tu es testé sur tous les plans. Tu peux me donner des exemples? Des gens qui viennent à Euroville avec des attentes, notamment. Ils ont plein d'attentes, des attentes sur par rapport à ce que sont les Eurovilliens, comment ils devraient se comporter, ou des attentes sur ce qu'ils devraient recevoir d'Euroville. Donc, admettons, j'arrive, j'ai plein d'argent et je veux construire ma maison. Eh ben non, il y a rien à faire. Même avec tout ton argent, ça ne se fait pas. Tu étais constamment en train de te cogner la tête contre le mur. Et ça ne se fait pas, et tu comprends pas. Et tu rencontres des gens, tu pensais que les Eurovilliens étaient des êtres un peu quand même avec une certaine maturité, éclairés, etc. Et bizarrement, dans ton expérience, t'as que des relations conflictuelles et tu repars éventuellement vraiment déçu et frustré. Ça arrive beaucoup. Je saurais pas dire à quel niveau ça arrive, mais j'en ai vu un paquet. Euroville aussi, il y a une énergie un peu particulière. En Inde, on sait qu'il y a une énergie particulière. C'est pour ça que dans les ambassades, etc., il y a des cellules psychologiques pour ce qu'on appelle les fous de l'Inde. Et on en a rencontré des gens qui, comme on dit, qui pètent les câbles, quoi. Ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Donc on a vu des gens arriver et on leur disait calme-toi, fais attention. Et des gens qui se retrouvaient à marcher nus dans la ville. Et c'est étonnant parce qu'on a vu des gens avoir des comportements mais complètement irrationnels. Et en Inde ou dans Euroville? Dans Euroville. Mais pourquoi? Tu les sortais d'Euroville, du contexte d'Euroville, tout redevenait normal dans leur expérience. Mais pourquoi? Je pourrais pas t'expliquer donc, là, ça en avec fait, des... Moi, ce que je comprends, alors, je te dis ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que on a l'impression que quelque part c'est difficile. On a l'impression que quelque part c'est le côté laboratoire de la chose. C'est un peu un sacrifice. Et c'est là que j'en viens un peu à un sujet qui est le pavé dans la mare, l'éléphant dans la pièce,
qui est que plein de gens disent qu'Auroville est une secte parce que il y a les dérives que tu viens un tout petit peu de toucher du doigt. D'où viennent-elles? À quel point tout ça est intense? À quel point tout ça est communautaire, fermé? Si je prends l'exemple que tu as cité au niveau des sectes, ma première invitation, c'est que dans quoi que ce soit, les gens fassent leur propre expérience. Bah oui. Et qui ne se basent pas sur les on-dit, etc. Bien Déjà, sûr. là, tout ce que j'exprime, c'est ma couleur. Je n'ai, encore une fois, pas la vérité. Que les gens fassent leur propre expérience. Et l'autre jour, j'entendais, il y avait une vidéoconférence qu'avait lance ma compagne avec des services civiques français et il y en a eu plein qui sont passés dans Auroville. Les gens témoignaient, les gens pleuraient parce que ça les a tellement marqués. C'était une expérience tellement extraordinaire pour eux qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est soit d'y revenir, soit de continuer le travail. Il y a l'équivalent des services civiques français allemands, les Welt vertes, qui viennent à Auroville depuis des années. Donc c'est des accords quand même entre le gouvernement, hein. C'est dans les cadres de projets sociaux. C'est le gouvernement qui envoie les gens, des jeunes, quand même à Auroville. C'est faire quand même pas n'importe quoi. Ouais. Faire l'expérience. Toi, t'es resté 13 ans. C'était extraordinaire. On m'a posé ces questions pour décrire mon expérience à Auroville. J'avais juste 2 mots, la grâce et la gratitude. C'est vraiment ces 2 mots, ces 2 concepts qui définissent complètement mon expérience à Auroville. Il se trouve que pour Lance et moi, c'était toujours assez fluide dans Auroville. Parce que quand on sentait qu'on se tapait la tête contre le mur, on n'insistait pas. Tu peux me donner un exemple, par exemple? T'es à un endroit, tu as des relations dans ce que tu fais dans le cadre du travail. Je vais revenir sur cette notion de travail. Et tu dis, bon, il y a des tensions, et tu dis, bon, voilà, c'est peut-être moi, je travaille sur moi, etc. Mais non, à un moment donné, c'est pas obligatoire de vivre certaines expériences. Pour moi, la vie, c'est l'apprentissage de la capacité à dire non. Je n'ai plus besoin de vivre ça. Une toute dernière question avant de te laisser. Et merci pour toute ta transparence et de répondre avec autant d'honnêteté à toutes mes questions où je sais que je triture un peu, mais c'est aussi parce que c'est comme ça qui permet qu'on peut comprendre. C'est quoi le truc, rapidement, qui a le plus changé dans ton rapport à l'argent ces 15 dernières années? Rapport à l'argent et peut-être à la consommation. S'il y a un message que tu veux faire passer là-dessus, ce serait quoi? Le plaisir des autres est mon plaisir. Ça peut paraître un peu bizarre, donc c'est quand j'offre mon service, fondamentalement, à qui je l'offre, si ce n'est que à ce que je suis en réalité. Alors là, c'est un rapport au travail, si j'essaye d'extrapoler. Alors tiens, juste pour le mot, puisque tu cites ce mot qui est fondamental, on a de la chance en français d'avoir un autre terme qui est œuvre, œuvrer. C'est vrai. Et ça donne une connotation un peu moins... Un peu moins tripalium. le prolétariat et le patronat, etc. Et c'est un côté un peu artistique. J'ai une nature à être au service, mais il y a l'économie de don qu'on essaie vraiment, qui est très, très, très présente à Auroville. Les Aurovilliens, vraiment, dans les cas durs, il y a vraiment une entraide, il y a beaucoup de dons à Auroville. En ce qui me concerne, au niveau financier, dans mon expérience, la vie, c'est toujours, quand je garde toute ma vie, c'est toujours occupé de moi. Donc, il n'y a pas de raison que je change mon modèle. Et ça participe à quelque chose qui est vraiment, vraiment pas évident. C'est une confiance en soi, une confiance dans la vie, une confiance dans ce qui est plus grand que nous. Aujourd'hui, j'observe dans la société dans laquelle on est, la confiance en soi, la confiance dans la vie, c'est quelque chose qui sont pas faciles. Donc, voilà, c'est... C'est un beau dernier mot, plein d'espoir, à la fois la confiance en soi, la confiance dans la vie, c'est des choses qui sont pas faciles et si c'est ce que vous essayez de pousser, et ben je trouve ça très bien, donc bravo. Eric, merci beaucoup d'avoir raconté tout ça, ce monde. Clémence, merci. Je t'en prie. Ce monde sans argent. Ce monde sans argent utopique, peut-être. En tout cas, l'exploration et le laboratoire que ça représente. Et c'est les années que tu as passées là-bas. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci, Clémence. À bientôt. À bientôt.